Notre histoire commence au sein d'une résidence de Séoul, alors que le soleil se prépare à partir. Dans un des appartements, vous pouvez entendre les va-et-vient d'un torchon frottant sur le parquet. Et pour cause, un jeune homme bien équipé était occupé à sticker le sol, jusqu'à en suer de fatigue. Frottant quelques dernières fois avec détermination, il finit par en tomber d'épuisement une fois le travail enfin terminé. De son nom, Eo Myung, il est satisfait. Il en a enfin terminé avec le ménage. Et jetant un coup d'œil sur l'extérieur, plus particulièrement sur le ciel qui s'assombrit, il esquisse un sourire de satisfaction quant à son efficacité. Il ramasse ensuite son torchon et indique avoir tout vérifié au moins 3 fois. Après ça, il se dirige vers une autre pièce car il aura un dernier travail à terminer. Dans la salle de bain, il a rincé son outil de travail au lavabo. Puis il se regarde fermement dans le miroir, d'une expression confiante et satisfaite, avant que sa vision ne se dirige ailleurs. 2 cadavres refroidissés dans une baignoire, inondés de leur propre sang, et Myung s'adresse au corps sans vie. Il compte maintenant s'occuper d'eux. 11 heures après ces événements, la police a sécurisé les lieux pour enquêter. Le lieutenant San entre dans l'appartement et rencontre son collègue. Il lui demande comment la situation se présente. C'est à quoi on lui répond que c'est la galère. La fille des victimes a découvert la scène quand elle est rentrée de son voyage scolaire. Elle a directement appelé la police. Maintenant, le gros problème, c'est que tout est absolument impeccable. Que ce soit l'appartement ou bien même les victimes, toutes les traces ont été effacées, sans exception. Le coupable est vraisemblablement resté ici un moment pour tout lessiver. Monsieur San interpelle son collègue. Il lui demande s'il se rappelle des meurtres des quartiers Chuyol et Sinpyong. Mais on lui répond que les quartiers sont bien trop éloignés et que la méthode est différente aussi. Malgré ça, l'inspecteur souligne qu'il a tout de même un point commun. Comme ici, les scènes de crime ont été parfaitement nettoyées. Il demande rhétoriquement à son collègue ce qu'il doit faire maintenant. Mais ce dernier semble confus et ne propose que des bégaiements. Le lieutenant San explique qu'ils vont simplement regarder ce qu'ont enregistré les caméras des 3 quartiers. Puis ils vont identifier les individus similaires aux 3 zones et qui ne font pas partie des résidents. Un peu plus loin sur la route, le coupable lui prenait tranquillement la route. Alors qu'il conduit, la radio annonce un flash info. Selon la police, les crimes commis dans les quartiers de Chuyol, Sinpyong et aujourd'hui Jeondung seraient tous le fait de la même personne. Le profil du suspect a été identifié et diffusé à l'échelle nationale. Aussi, une récompense sera offerte pour chaque information utile à son sujet. La police tient à rassurer la population et annonce être plus que confiante quant à l'arrestation du coupable. Une fois arrivé devant un lac paumé loin de la ville, Myung en profite pour s'étirer après autant de route. Détendu, il se permet même une pause clope, et sans même la finir, il rentre dans la voiture. Et il assiste à la disparition du dernier élément compromettant. La voiture, avançant lentement mais sûrement vers l'étendue d'eau. Le véhicule termine bien sa chute dans le lac alors que le criminel s'attache nonchalamment les cheveux. Le véhicule coule peu à peu, et avec lui, les dernières traces de l'horrible crime commis en cette funeste journée. Plein milieu de la nuit, un brouillard épais a pris place dans les montagnes. Il se dissipe légèrement, laissant apparaître une pierre avec l'inscription Gwichon dessus. Le lieu semble être un village de campagne, fortement reculé de toute métropole. Une silhouette passe à côté de la pierre nominative. Il s'agit de Myung, et celui-ci constate que le village n'a pas changé. Il y a même encore cette foutue brume. Et ce dernier est alors interpellé par quelque chose. Alors comme ça, ils ont abattu l'arbre sanctuaire. Il n'en revient pas qu'il l'ait fait. Le village en prenait pourtant hyper soin, soi-disant qu'il protégeait les lieux. Mais sans se faire remarquer, un homme approche de notre protagoniste dans son dos. Et alors que Myung est toujours dans ses pensées, l'individu lui demande fermement qui il est. À ces mots, le jeune homme se retourne de surprise. Mais l'étrange personne n'en démord pas. Il lui a posé une question. Myung ne semble pas intimidé et le dévisage en retour. Il lui pose alors une question à son tour. Serait-il un habitant du village? Enragé par cette réponse, l'homme lui demande de répondre. La tension monte et le regard du meurtrier commence à noircir. Interrompant la scène, une voix féminine appelle son père. Alors que ce dernier hurle des insultes envers Myung, la jeune fille demande que l'on pardonne son père. Il n'a plus toute sa tête. Dans une tentative de le calmer, elle dit à son père qu'ils vont rentrer et manger des biscuits. Alors qu'il laisse le monsieur tranquille, hein. Myung, lui, assistait à ce triste spectacle sans dire un mot. La jeune femme demande à son père de l'attendre tranquillement. Elle va discuter un peu avec notre héros. C'est à quoi elle acquiesce, maintenant apaisée. L'inconnu se retourne vers Myung et s'excuse à nouveau. Il a dû avoir peur. Toujours un peu perplexe de la situation, il répond très franchement que non, pas vraiment. La fille remarque alors sa tenue et demande s'il est venu faire de la randonnée. Le jeune homme affiche alors un sourire en expliquant qu'il est venu ici pour emménager. Dans un silence pesant, le regard du vieux fou ainsi que celui de sa fille se fige un instant. Cette dernière demande s'il compte faire ça avec un simple sac à dos, mais Myung répond simplement que sa grand-mère habite ici. Intriguée par cette information, la jeune résidente interroge sur l'identité de sa grand-mère. Approchant de son interlocutrice, il répond qu'elle s'appelle Kim Jeong-ja. Et une fois arrivée à sa hauteur, la jeune femme se met à réfléchir sur le nom qu'elle vient d'entendre. Elle s'exclame alors que Madame Jeong-ja est morte il y a 3 ans. Alors tout proche d'elle, Myung émet juste un « ah bon », dénué de toute émotion. Affirmant qu'il n'était pas au courant, cette réponse semble mettre mal à l'aise la résidente.
Un silence menaçant et glacial s'installe alors que la fille se prépare à reculer. Voyant sa panique, Mimyong désamorce la situation. Il plaisantait, avant de surenchérir peu confiante qu'elle ne se rappelle pas l'avoir vue aux funérailles de Madame Jongja. Le visage de Mimyong se ferme lorsqu'on lui demande s'il est vraiment son petit-fils. Un peu embêté, ce dernier lui affirme que oui, bien qu'il n'ait pas été très présent. Devenant moins amical, il indique ne pas beaucoup apprécier cet interrogatoire. Néanmoins, la jeune femme insiste. Elle veut savoir pourquoi il n'est pas venu aux funérailles. Et Mimyong lui demande en retour si c'est si important. Elle se justifie que oui, ça l'est, puisqu'il compte s'installer chez elle alors que personne ne l'a jamais vu. Le jeune homme explose de rire devant cette remarque. Un peu perplexe, son interlocutrice veut savoir ce qu'il y a de si drôle. Il n'était sûrement pas le seul absent. Mais Mimyong ne veut pas se justifier. Il a ses raisons qui sont personnelles. Et s'il a des soupçons, elle n'a qu'à demander aux anciens du village. En arrière, le vieux fou attrape subitement quelque chose. Il accourt vers sa fille Gaon, qui est toujours pensive, et lui demande de regarder ce qu'il a attrapé. Cette dernière panique en voyant un serpent. Il lui ordonne de le lâcher. Mais Mimyong s'amuse de la scène. Si elle compte interroger des gens au village, qu'elle s'assure au moins de demander à des gens sains d'esprit. Il repart ensuite de son côté, sous l'œil impuissant de Gaon, toujours rempli de suspicions. Cette dernière affiche un air mystérieux, alors qu'elle le regarde s'éloigner lentement. Arrivé à la maison de sa grand-mère, Mimyong trouve ça bizarre. Il a beau fouiller, il ne trouve pas le double des clés que sa mamie cachait pourtant en dessous. Et alors que ses doigts manquent de peu la clé de la maison, un doigt long et fin pousse l'objet dans la main du futur résident. N'ayant aucune idée de ça, Mimyong est juste content que la clé soit bien en dessous. Et de quoi elle avait si peur pour la mettre aussi loin? Une fois à l'intérieur, les lumières s'allument sans problème. Le nouveau locataire jette un coup d'œil et ressent quelque chose d'étrange. Faisant couler l'eau du robinet, son regard montre son incompréhension. Arrêtant l'eau, il confirme que c'est très étrange. Étant de l'ordre dans ses idées, il sait que sa grand-mère est censée être morte depuis maintenant 3 ans. Alors comment et pourquoi y a-t-il toujours de l'eau et de l'électricité dans la maison? Sans perdre un instant, il ferme les lumières de l'habitation. Alors qu'il sort une hache de son sac, il remarque aussi que la maison est trop propre. Toutes ces choses lui portent à croire qu'elle est encore habitée par quelqu'un. Mimyong est un peu embêté. Il est venu ici pour se planquer, mais ce n'était peut-être pas une si bonne idée. Brisant le silence, des coups résonnent sur le portail. Mimyong est alors interpellé par le bruit. Il décide de cacher sa hache dans son dos à portée de main. Il se dirige vers l'entrée, là où les coups continuent de pleuvoir sur le métal. De l'autre côté, un groupe d'individus martèle le portail malgré la pleine nuit. La porte finit par s'entrouvrir, faisant cesser le brouhaha. Mimyong reste méfiant devant cette agitation. À l'endroit au but, il demande simplement pourquoi ils sont là. Un vieil homme prend alors la parole. Le saluant, il est Seokda, le chef du village. Selon ses dires, il serait le petit-fils de Jeongja. Mais avant ça, qu'ils lui disent comment il est entré alors que le portail était fermé. Un glacial silence se forme, renforçant la tension à l'entrée de la maison. Mimyong ne peut s'empêcher de se demander pourquoi ils sont autant être venus. Un des hommes perd patience et lui ordonne de répondre au chef. Mais il est directement interrompu par ce dernier. Le chef du village appelle ses hommes au calme. Après tout, ils sont simplement venus discuter. Il s'adresse maintenant au prétendu petit-fils de Jeongja. Que fait-il ici dans le village? Et comment est-il rentré? Eh bien, il a simplement escaladé le mur. Le chef ne s'attendait pas à autant d'honnêteté, mais l'étranger continue. D'ailleurs, il ne prétend pas être le petit-fils de Madame Jongja, puisqu'il l'est réellement. Un des hommes attrape violemment Mimyong et lui hurle de respecter ses aînés. Alors qu'il tente d'intimider notre héros sans lâcher sa prise, Monsieur Seokda ricane. Il n'y a pas besoin d'être aussi violent. Si ça continue, ils vont lui faire peur. Ils ne sont pas là pour ça, voyons. Effectivement, Mimyong n'a pas peur et esquisse un sourire. Une habile manipulation, il échappe à l'emprise du voyou et recule sa tête. Il envoie un puissant coup de boule dans le nez de son agresseur, qui tombe à la renverse, le nez en sang. Le nouveau locataire ne se laisse pas intimider. C'est à eux de faire preuve de bonne manière, non? Cependant, quelque chose de tracasse dans la situation. Il vient d'exploser un des leurs, et aucun d'eux ne semble réagir ou s'exprimer. Est-ce qu'à tout hasard, ils attendront les ordres du vieillard pour agir? Le vieux en question interpelle Yeonseop. Qu'est-ce qu'il attend pour se relever? Puis le chef s'avance vers Mimyong. Et arrivé à sa hauteur, il demande pardon à ce dernier. Son ami s'est quelque peu emporté parce qu'il est à cran, mais qui n'y voit rien de personnel. Puis d'un coup, le chef esquisse un sourire. Regardant Mimyong de près, il reconnaît bel et bien le petit-fils de Madame Jongja. Il a gardé la même tête qu'à l'époque. Le chef annonce qu'ils vont rentrer. Il a pu confirmer que ce n'était pas un usurpateur. Alors que les hommes reprennent la route, Mimyong leur demande d'attendre un instant. Il explique que la maison est étrangement bien entretenue. Est-ce que quelqu'un évite encore? Seokda lui assure que non. Après tout, même sa famille n'a daigné venir à ses funérailles. Il ajoute que ce sont les villageois qui se relaient pour nettoyer la maison et apaiser son esprit. Sans rajouter plus de détails, ils vont partir puisque tout est réglé. Yeonseop chuchote à son chef. Est-ce qu'ils vont vraiment le laisser vivre ici? Ce dernier se retourne vers la maison et demande à ses hommes de regarder sur le toit. Ne le voit-il pas danser avec ferveur et allégresse? Sur le toit, une entité sinistre affichant un sourire macabre sautille les bras au vent. La troupe du village laisse ainsi
ainsi Mumyong, seul entre les mains de sa future maison et de la présence qui y habite. En retrait derrière le mur, Gaon a pu assister à la scène sans être remarqué. Mumyong lui est amusé de l'accueil qu'on lui a réservé, pas très amical comme premier contact. La jeune fille accourt alors en appelant celui qu'elle pense être un intrus. Ce dernier se retourne en restant sur ses gardes. Il demande à la demoiselle s'il a une cigarette, mais ces dernières s'exclament. Il demande pourquoi le chef est parti sans rien faire. Mumyong est amusée. Serait-ce elle qui a prévenu le village? Mais la fille répond peu sereine qu'elle n'a rien fait du tout. Mumyong lui dit de se détendre. Ce n'était qu'une simple question. Pas la peine d'être aussi tendue. Gaon insiste cependant pour savoir pourquoi le chef est reparti comme ça. Le nouveau résident explique simplement qu'aux yeux d'un homme sans esprit, il est bien le petit-fils de Madame Jeongja. À ces mots, la jeune femme serre le poing, affirmant qu'il va le regretter. Puis elle se retourne et repart en affichant un air déterminé. Alors qu'elle entame son retour, sa marche s'arrête subitement. Poussant un soupir comme si elle venait de reprendre son calme et ses esprits, elle interpelle une dernière fois l'odieux résident. Elle imagine que, comme il vient de débarquer, il n'a sûrement pas d'oreiller. Et alors que l'homme semble perplexe de telles questions, Gaon lui demande d'attendre 2 minutes. Qu'il l'attende ici sans bouger, elle revient tout de suite. La jeune femme s'éloigne alors en trottinant, laissant Mumyong complètement perdu. Ce dernier ne comprend rien à ce qu'il se passe. Quelques minutes plus tard, des coups retentissent sur le portail. Mumyong un peu agacé demande ce qu'il y a encore. Mais Gaon rouspète qui lui a pourtant dit de l'attendre. Elle lui a apporté un oreiller et une couverture. Comme il n'a qu'un sac à dos, elle s'est dit qu'il n'en avait sûrement pas. Et Mumyong reste sur ses gardes et demande à son invité, à leur surprise, pourquoi elle fait ça. Il se justifie qu'il trouve cela étrange. Après tout, ils n'ont pas eu des échanges très cordiaux jusque-là. Gaon s'amuse quelques instants après cette réflexion. Elle explique ensuite que c'est pour s'excuser de ne pas l'avoir cru quand il disait être le petit-fils de Madame Jeongja. Elle s'est mise à sa place et elle aurait été vexée que quelqu'un doute de ses liens familiaux. Elle tend alors l'oreiller de force et lui dit de le prendre. Une fois les affaires entre les mains du nouveau résident, la jeune fille s'empresse de repartir. Elle arrête cependant sa course devant le regard de son nouvel ami. Elle jette un dernier regard derrière elle, puis elle s'enfonce à travers les bois, loin du chemin principal. Mumyong affiche un air rempli de méfiance après tous les événements de la soirée qui étaient plus étranges. De retour à l'intérieur de sa nouvelle maison, le jeune homme regardait avec méfiance les affaires que Gaon lui a rapportées. À potentiel de nervosité, quelque chose le dérange avec ce qu'il a sous les yeux. Il se demande bien ce qui a provoqué cet élan de gentillesse absurde et injustifié. Pour calmer ses craintes, il décide de déchirer les affaires pour être fixé. Une fois l'oreiller déchiqueté, il reste là un instant sans rien dire devant sa trouvaille. Tenant une sorte de ticket dans sa main, un sourire des plus lugubres ornait son visage une fois ses doutes confirmés. Le lendemain matin, l'ambiance sinistre de la veille s'était dissipée avec la brume. Les événements d'hier n'empêchent pas Mumyong de faire ses exercices matinaux. Ce dernier profitait de sa série de pompes pour analyser et réfléchir à propos du petit cadeau de Gaon. Une fois la 100e répétition achevée, notre héros met fin à son entraînement et se redresse. Il a beau y réfléchir, il ne comprend pas à quoi elle joue avec ça. Qu'est-ce que ce truc peut bien vouloir dire? Quelque part au village, dans un poulailler, les animaux semblent agités au vu du bruit qu'ils faisaient. Et pour cause, Yeonseop était entré dans l'enclos des bêtes. Il se saisit alors de l'une des poules par le cou. Refermant la grille, le poulet à la main, un homme lui demande agacé ce qu'il fabrique. Le jeune voyou le salue sourire aux lèvres. Il prend juste un poulet sous ordre du chef. Le vieux Songchik rouspète. Pourquoi il prend encore un des siens? Il en a déjà donné la dernière fois. Il monte le ton et crie à Yeonseop d'aller en chercher en ville. Il en a marre qu'on lui en prenne. Mais en retour, on lui demande un ton menaçant s'il discute les ordres du chef. Songchik rétorque intimidé que le chef a sûrement demandé de ramener un poulet, mais pas forcément un des siens, non? Yeonseop remarque que ce vieux aime jouer avec les mots. Eh bien, à moins qu'il en sorte un de son cul, il va se contenter de celui-là. De retour avec Mumyong, ce dernier continue sa routine matinale avec une petite course aux abords du village. Son esprit visiblement toujours occupé par les récents événements. Prenant une pause dans son activité, il est complètement claqué. Son endurance a pris un coup. Peut-être qu'il va arrêter de fumer. Mais son attention est attirée vers des cris et des insultes devant lui. En contrebas de la pente, la dispute des deux villageois continuait pour la possession du poulet. Le vieux Songchik continue d'hurler sur Yeonseop qu'il allait en acheter en ville ou qu'on lui donne de l'argent en échange. Mais le voyou au bout de nerfs donne un coup de poulet au vieux débris. Ce dernier retombe tétanisé devant l'agressivité qu'il subit. Mais quelqu'un se tient à côté de lui. Le visage de Yeonseop se glace et toute sa colère s'évapore face à celui qu'il voit. Le chef du village avait assisté à toute la scène, ce qui a pour effet de rendre le voyou plus docile et bégayant. L'ancien Seokda se content de dévisager Yeonseop en silence. Ce dernier mettant du temps, il est venu voir ce qu'il se passait. Pris de panique, l'homme détourne le regard et cherche des excuses. Le chef est pourtant sûr de lui avoir demandé de surveiller son comportement les jours de brume. Et pourtant, il le voit quand même faire des choses qui pourraient contrarier leur mère. La situation s'étant un peu calmée, l'ancien demande à Songchik si tout va bien, ce à quoi elle répond que oui. Devenant fébrile et agité, Yeonseop demande ce qu'il peut faire pour que leur mère ne se fâche pas. Il prêtant pas attention, Seokda souhaite compenser Songchik en échange du poulet. Ce dernier assure qu'il n'y a pas besoin. Pris d'une intense panique, Yeonseop supplie qu'on lui dise quoi faire, et l'ancien se retourne d'un air impitoyable, qu'il réfléchisse tout seul.
Il a fauté et doit prendre ses responsabilités. De sa hauteur, Myung assistait à une scène des plus étranges alors que des coups retentissent. Yeon Se-hop se brutalisait lui-même le visage en guise de rédemption. Il a eu tort et s'excuse, mais il compte bien se punir alors il l'implore de ne pas se mettre en colère. Laissant l'homme expier ses fautes, le chef demande à Song-Chik ce qu'il attend pour le suivre. Un peu perturbé par la scène, ce dernier répond qu'il arrive. Une fois tout ce beau monde enfin parti, Myung se demande à voix haute depuis quand le village est aussi intéressant. Quelqu'un lui répond que ça a commencé peu après qu'elle et son père aient emménagé. Gaon veut donner un conseil au petit nouveau. Il devrait éviter de se retrouver mêlé à leurs affaires et juste détourner le regard. Ce dernier se contente de fixer la jeune femme avec méfiance. Elle lui demande alors ce qu'il attend pour se bouger. Et un peu plus loin, Myung la questionne à son tour. Qu'est-ce qui lui prend depuis hier? Gaon ne semble pas comprendre. Alors le jeune homme demande plus précisément pourquoi s'intéresse-t-elle autant à lui. Eh bien, celle-ci se justifie que c'est parce qu'il est un habitant du village maintenant. Mais Myung ne voit toujours pas le rapport. Gaon s'impatiente devant sa bêtise. Elle se préoccupe parce qu'il va vivre ici, c'est tout. Cette réponse amuse le nouveau résident, qui fouille alors dans sa poche. Sortant le mystérieux papier, il lui demande si c'est pour cette raison qu'elle a mis ça dans son oreiller. Face à sa surprise, il la confronte à ce sujet en s'avançant lentement. Voit-elle, il est quelqu'un de méticuleux, et en plus de ça, il a du mal à faire confiance aux autres, surtout les gentils. Il a essayé de réfléchir à pourquoi c'était dans l'oreiller, mais impossible comme il n'a aucune idée de ce que signifie ce talisman. Il souhaite donc entendre pourquoi elle l'a caché à l'intérieur. Gaon affiche alors une expression craintive et gênée. Si elle lui donne la raison, est-ce qu'il va la croire? Mais on lui répond que ça dépendra de la dite raison. La jeune femme explique alors que le talisman protège les esprits. Libre à lui de la croire, mais il y en a plein au village. Donc, si Myung comprend bien, elle a caché ce talisman au cas où un fantôme lui rendrait visite chez lui. Affichant un regard sombre, le dernier s'empresse alors de déchirer le papier. Gaon est choqué et lui demande ce qu'il fait. Le jeune homme répond qu'il ne fait simplement confiance à personne. Et en plus de ça, il n'est pas superstitieux. Enfin, il la remercie tout de même de sa bonne intention, même si c'est contre des fantômes. Après ces mots, Myung tend à Gaon ce qu'il reste du talisman. Mais finalement, il le jette. Vu qu'il est déchiré, il ne sert probablement plus à rien, non? Le jeune homme repart alors de son côté. Si jamais il croise un fantôme, il criera au secours en espérant qu'elle vienne. Peu sensible à son humour, Gaon le regarde s'éloigner sans dire mot. Le soir venu, l'obscurité retombe sur l'étrange village. Song-Chik était assis dehors, visiblement occupé à faire quelque chose. Alors qu'il aiguise un couteau de cuisine, ce dernier semble toujours enragé de la journée. Ce foutu gosse a osé le frapper, il ne s'est même pas excusé. Il se pisse dessus devant le chef, mais lui, on le prend pour un minable et ça l'énerve. Song-Chik est à bout de nerfs, ce morveux se croit supérieur à lui. Son regard croise alors le gentil poulet, occupé à vivre sa vie de poulet. Levant son couteau fraîchement aiguisé, Song-Chik tranche la tête de la volaille, son regard exprimant toute la haine et la rage enfouie en lui. Jetant un œil au couteau, il confirme qu'il est parfaitement affûté. L'expression du vieil homme ayant craqué se reflète dans la lame. Affichant un sourire débordant de folie, il annonce que ça fera un merveilleux cadeau pour ce connard de Yeon Se-hop. Toujours en pleine nuit et à proximité du logement de ce dernier, des passeurs approchaient lentement de l'endroit. Song-Chik s'était invité à rendre visite au voyou qui l'agressait plus tôt. Déterminé, il n'hésite pas à l'appeler. Yeon Se-hop, est-ce qu'il est là? C'est Song-Chik devant la porte. Il s'excuse de venir à cette heure, mais c'est important. Empoignant le couteau fraîchement aiguisé, il explique être venu récupérer l'argent pour le poulet. Alors qu'il tente d'ouvrir la porte, le vieux fou demande à son jeune ami s'il est à l'intérieur. Et son regard cède enfin entièrement à la folie. Perdant patience, il tente de forcer l'accès en hurlant. Yeon Se-hop débarque alors dans son dos, interrompant Song-Chik dans sa frénésie meurtrière. Il demande à ce dernier ce qu'il fout à secouer sa porte si tard la nuit. Mais Yeon Se-hop remarque le couteau et demande au vieux s'il a pété un plomb. Celui-ci affiche un sourire conquis en voyant son cher Yeon Se-hop enfin là. Le jeune voyou est dépité de voir ça. Est-ce que le vieux compte vraiment le poignarder avec ce couteau? Il continue et essaie de dissuader Song-Chik, qu'il se ressaisisse et rentre chez lui avant d'énerver leur mère. Serrant plus fort son couteau, le vieux est agacé de voir que Yeon Se-hop a uniquement peur du chef et de leur mère. Ce dernier rabaisse son assaillant. Après tout, il n'est plus tout jeune et pas très intimidant. Song-Chik se rue à l'assaut en hurlant couteau en main. Yeon Se-hop n'en revient pas qu'il attaque vraiment. Il parvient cependant à esquiver la lame en pivotant et attrapant fermement le bras du vieillard. Yeon Se-hop parvient à immobiliser son assaillant et à bloquer son arme. L'adrénaline montante, il est conscient que Song-Chik est devenu fou et cherche vraiment à le planter. Yeon Se-hop balaye d'un coup son assaillant. Il fait ensuite valser le vieux fou au sol en y mettant toute sa force. Le couteau s'était enfin libéré des mains de Song-Chik. Yeon Se-hop se rend compte que la situation était vraiment tendue et que ça aurait pu mal se finir pour lui. D'un regard noir, il demande des comptes au vieux. Il l'a traité avec respect et en retour il tente de le tuer. Il écrase le nez de Song-Chik en guise de représailles. Yeon Se-hop est d'avis qu'une bonne correction devrait le remettre à sa place et le ramener à la réalité. Ce dernier se met alors à ruer le vieux de coups,
Le calme de la nuit est alors interrompu par les échos du tabassage qui avait lieu. Au petit matin à la maison de Mumyong, ce dernier, tout crispé, sort un coup en s'étirant. Mais visiblement, une invitée attendait devant chez lui. Gaon se retourne instantanément en entendant le portail. Ni une ni deux, elle interpelle le nouveau villageois, qui ne s'attendait pas à l'avoir de sitôt. Visiblement mal réveillé, ce dernier lui demande ce qu'elle veut. La jeune femme répond qu'il y a une réunion au village. Mais Mumyong ne voit pas ce qu'il est censé faire de l'information. Et on lui répond que c'est à son propos. Le jeune homme ne comprend pas. Quelle raison justifierait une réunion à son propos? Sans lui répondre, Gaon lui attrape le bras. Le guidant jusqu'au village, elle affirme qu'ils n'ont plus le temps de discuter. Tout le monde les attend depuis un moment. Se laissant entraîner, Mumyong n'en reste pas méfiant pour autant. Une fois la route finie, tous deux étaient arrivés à la salle de réunion du village. Avant d'ouvrir la porte, Gaon interpelle le nouveau résident. Peu importe ce qu'ils disent, elle lui conseille de juste acquiescer et de ne pas faire d'histoire. Poussant les portes du conseil de Guichon, les deux jeunes individus étaient alors reçus par un groupe d'hommes dont certains visages n'étaient pas inconnus. Le chef prend la parole. Il se réjouit qu'ils soient enfin arrivés. Mumyong est perplexe devant la scène. Le vieux se prend pour un roi ou quoi? Mais Gaon lui donne un coup pour qu'il se taise. Allant droit au but, il interpelle le chef. Il veut savoir pourquoi il est convoqué, ça a cassé sa précieuse routine. Dégainant son paquet de cigarettes, Monsieur Sogda est terriblement désolé pour ça. La tension semble s'installer, alors que tous les regards du conseil sont dirigés vers leurs invités. Le chef, lui, continue tranquillement de griller sa clope sans se soucier de la fumée. Reprenant un air sérieux, il demande à Mumyong quel rôle il compte tenir au village. À la surprise de Gaon, le jeune homme répond avec insolence et ironie qu'il ne voit pas de quoi il parle. Eh bien, puisqu'il est jeune et robuste, le vieux chef lui propose de participer à la sécurité du village aux côtés de Yonseop et Seoko. Sans même discuter, Mumyong décline froidement l'offre. Monsieur Seokda restant silencieux devant ce refus. L'ambiance au sein de la salle semble s'assombrir en même temps que les regards qui dévisagent notre héros. Même Gaon, d'habitude expressive, reste figée devant l'audace du jeune homme. Elle est tellement surprise qu'elle ne remarque pas que Mumyong repart déjà. Ce dernier s'exclame que la campagne s'est fait pour se reposer. Le chef, lui, le regarde partir en fumant tranquillement, alors que ces hommes, eux, éclatent de colère devant cet affront. Ces derniers demandent à ce qu'ils soient renvoyés du village. Ils ne vont pas autoriser un parasite à vivre ici. D'un regard froid, Seokda ordonne aux hommes de se taire. Et à ces mots, tous deviennent silencieux alors que leur visage transpire la peur et la crainte. Le chef les rassure. Leur mère fera un bon usage de ce petit arrogant. Mais sinon, il ne voit pas Songchik. Pourquoi n'est-il pas venu à la réunion? Seokda interpelle Yonseop. Est-ce qu'il serait au courant de quelque chose? Celui-ci, hésitant et peu confiant, avoue qu'ils se sont disputés cette nuit. Mais le chef souligne que c'est pour le mieux. Peu importe ce qu'il s'est passé, ça a sauvé Songchik. Seokda reste ensuite silencieux un moment pour réfléchir. Puis, il dit à ses hommes de disposer, car il doit prier leur mère. Aux abords du village, l'on entendait des appels. Gaon courait derrière notre héros et l'appelle à coups de « Et vous ?» Mumyong lui demande d'arrêter avec ses « et » à tout va, ce à quoi la jeune femme acquiesce et le dernier s'arrêter. Peinant à reprendre son souffle, elle dit qu'elle ne connaît pas. Mais qu'elle ne connaît pas quoi? Elle lui parle de son nom, qu'il lui dise et elle arrêtera enfin avec ses « et ». Notre héros se présente donc officiellement. Il s'appelle Eo Mumyong. Cette révélation arrache un sourire à la jeune femme. Mais reprenant de plus belle, elle veut savoir pourquoi elle a remballé le chef. Elle lui avait pourtant dit de simplement acquiescer à ce qu'il allait dire. Mumyong se justifie qu'il n'a aucune raison d'accepter. Il est venu ici pour s'installer, mais rien ne l'oblige à participer. Ce dernier sort une nouvelle cigarette, alors que Gaon reste muette devant son comportement nonchalant, à la limite de l'irrespect. Après ça, elle reprend la parole et lui conseille de ne pas s'opposer au chef s'il a vraiment pour objectif de vivre tranquillement à Guichon. Mais occupé à fumer, le jeune n'émet aucune réaction, ce qui agace son interlocutrice. Est-ce qu'il l'écoute? Elle est sérieuse, il pourrait s'attirer des problèmes. En voyant valser ses cendres, Mumyong interrompt le monologue de la jeune femme. D'un air amusé, il trouve ce qu'elle vient de dire vraiment très intéressant. Du côté de la maison du vieux Seokda, un petit poulet était posé en toute tranquillité au milieu des statues. Et face à l'animal, le chef du village marmonnait de sombres paroles en agitant un bâton d'encens entre ses mains. Une fois rougeoyant de chaleur, il le place à côté des autres dans un pot. L'expression de monsieur Seokda change alors drastiquement, alors que le volatile le fixe d'un air perdu. Soudainement, l'animal explose alors en morceaux, comme broyé par une force invisible, son sang ayant repeint toute la pièce, y compris les statuettes. Dans une ambiance morbide et glaciale, le vieux chef étale le sang sur son visage en toute sérénité. Armé d'un sourire des plus malsains, Monsieur Seokda remerciait leur mère de leur offrir le salut. Sur une route de campagne, il y a plusieurs années de cela, un homme était au volant, alors que des voix discutaient joyeusement sur la banquette arrière. Un enfant s'exclame tout joyeux que plus tard, il deviendra policier comme son papa. Ce dernier interpelle son fils Mumyong. Son travail est dur et dangereux, alors il espère qu'il changera d'idée. Mais le petit garçon insiste tout gaiement. Il veut protéger son père et sa mère. Il annonce qu'il va devenir un justicier qui punit les gens méchants avec ses parents. Son père lui précise que dans ce cas, ce n'est pas policier qu'il veut être. S'il veut être celui
celui qui punit, bien dans ce cas, il doit devenir procureur. Le petit répète alors ce mot plusieurs fois avec beaucoup d'entrain. Son père, tout aussi content de la réorientation, dès qu'il doit travailler dur pour lui payer ses études. Suite à ça, la mère interpelle son mari, mais ce dernier se contente simplement de sourire sans dire mot. Pas loin de là, le moteur d'une camionnette se met en marche. Le véhicule commence à rouler et à gagner de la vitesse. Faisant marche arrière abruptement, les deux véhicules vont entrer en collision. Malgré la surprise, le père remarque la camionnette avant le choc. Ce dernier paniqué et hurle à sa femme de protéger Mumyong. Celle-ci prend alors son fils dans ses bras tout en sachant ce qui va suivre. La camionnette percute violemment l'avant de la voiture. Le père subit le choc de plein fouet alors que des éclats de verre inondent l'habitacle. Le petit Mumyong, lui, assiste à la scène, enlacé et protégé par sa mère. Le véhicule devenant incontrôlable, celui-ci se met à zigzaguer à toute vitesse. Et se rapprochant dangereusement des barrières de sécurité, la voiture finit sa course contre le bas-côté, non pas sans dégâts. Un bruit de pelle raclant le sol se rapproche des lieux de l'incident. À peine conscient dans la voiture, Mumyong tente d'appeler sa mère qui a l'air évanouie, avant d'appeler son père qui respire difficilement, fortement blessé suite au choc. Émergeant de la fenêtre, une faucille vient enlacer le cou de l'homme toujours en vie. Un son tranchant résonne, et le meurtrier annonce que c'est réglé, alors que des individus sortent de toutes parts. L'un d'eux s'appuie sur le toit du véhicule. Regardant l'intérieur d'un grand sourire malsain, il demande quoi faire du gosse et de sa mère. À peine lucide, Mumyong entend les individus parler. Ils vont se contenter d'éliminer la mère, car tuer un gosse, ça porte malheur. Paré à exécuter leur soif de sang, une pelle vient se glisser sur le cou de la mère. L'homme tenant l'outil annonce souhaiter à sa victime de renaître au paradis. Le son de la pelle s'enfonçant dans la chair vient mettre fin à ce souvenir funeste, laissant Mumyong complètement livide après un réveil si chaotique. Toujours au petit matin, à la demeure de Seong-chik, la femme de ce dernier râle. Qui peut bien vouloir de la soupe de poulet au petit déjeuner? Et sa furie ne diminue pas, surtout en posant les yeux sur son mari qui descend de l'alcool dès le matin. Mais trop concentré à boire, ce dernier se contente de l'ignorer. La vieille femme réprimande son homme. Qu'est-ce qui lui a pris d'aller menacer Yeon-seop avec un couteau? En plus de ça, tout le monde au village dit que sans Yeon-seop, c'est lui qui serait mort. Seong-chik demande à sa femme de se taire, il ne veut plus en entendre parler. Mais cette dernière n'en démord pas. Il aurait dû laisser le poulet à Yeon-seop sans faire d'histoire. En tout cas, il le mérite plus que ce sale type qui a voulu le tuer et qui s'enquille du soju dès le matin. En voyant valser la table, la patience de Seong-chik atteint ses limites. Sa femme hurle en lui demandant pourquoi elle fait ça. Il a failli se faire abandonner par leur mère, mais Yeon-seop lui évite le pire. Le vieux conteste. Tu parles d'une mère, il ne punit même pas le voyou qu'il a dévisagé. Alors que sa compagne semble désemparée, il continue de vider son sac. Il en a ras-le-bol que Yeon-seop lui vole ses poulets, et aussi que le chef a semblant de ne rien savoir. Quittant le salon n'a pas énervé, il se permet de lâcher une dernière râlerie. Village de merde. Envahi par la crainte, la vieille dame s'empresse alors de prier leur mère afin d'implorer son pardon. S'étant éloigné de sa maison, Seong-chik était bien déterminé à s'enculer tout le soju qui lui reste. Il était là, à l'écart de toute nuisance, assis sur un banc, accompagné de ses petites copines alcoolisées. Prenant une pause dans ses gorgées, il en a marre de Yeon-seop, du chef ou encore de leur mère, et a envie de tous les buter. Une voix féminine interpelle, il lui demande alors ce qu'il fait ici. Face au vieil homme, se tenait la jeune Gaeun, munie d'un panier entre ses mains. Panier qui intrigue Seong-chik, qui demande alors ce que c'est. Prenant place sur le banc, elle répond que sa voisine lui donnait des pêches de son jardin. Elle peut en découper une pour lui s'il le souhaite. Mais le vieux torchon torché lui fait la remarque que sa maison n'est pas de ce côté. Elle explique alors sourire aux lèvres qu'il était en route pour la maison de Mumyong, le nouvel arrivant. Comme il vit tout seul, il manque probablement de plusieurs choses. Seong-chik ne répond pas, et se contente de descendre plusieurs gorgées en fixant Gaeun. Affichant une expression de démence, il dit à la fille en face de lui que c'est une sacrée garce. Cette dernière semble confuse et indique à Seong-chik qu'il a peut-être trop bu. Le vieux hausse alors le ton. Il est dévisagé, mais elle lui parle du petit con qui vient d'arriver. Empoignant le couteau, il hurle que ce village fait tout pour le foutre en rogne. Gaeun commence à prendre peur et recule en lui demandant de se calmer. Mais Seong-chik veut une réponse. Pourquoi est-ce qu'elle le met en colère? Sentant la tension monter, la jeune fille souhaite partir. Attrapant son panier, elle dit au vieil homme qu'elle va le laisser tranquille et s'en aller. Mais soudainement, le vieux lui entaille la main. Gaeun, la main en sang, est alors tétanisée de l'agression qu'elle a subie et qu'elle ne comprend pas. Seong-chik ne s'arrête pas. Maintenant qu'il y pense, tout est devenu bizarre au village après que cette salope est emménagée. Il hurle que tout est de la faute de cette garce et qu'il va la buter. En proie à la panique, la jeune femme ne lui trouve comme excuse que d'être possédée. Le vieil homme s'avance alors lentement en direction de Gaeun. Et d'un coup, il accélère étant de l'attraper, mais elle se met à courir à temps pour l'échapper. Cependant,
Cependant, Song-Chik parvient à lui agripper les cheveux pour la retenir. Et fort heureusement, la jeune femme s'enfuit en n'y laissant que quelques mèches. Le vieux fou ne compte pas en rester là. Une fois qu'il l'aura crevé, il pourra obtenir le salut. Aux abords du village, Gaon continue de courir pour échapper à un funeste destin. Mais la folie de Song-Chik était tenace et avait presque réussi à la rattraper. Ce dernier affichait un grand sourire paisible, alors qu'il tente pourtant de prendre une jeune et innocente vie. Grâce à l'inclinaison de la route, Gaon réussit à remettre un peu de distance avec son assaillant, ralenti par son âge et son poids. La jeune femme en larmes ne comprend pas. Song-Chik agit comme s'il était possédé. À force de courir, elle se rapproche d'une habitation. Commençant à fatiguer, elle fait un ultime effort pour rejoindre la maison, tout en regardant derrière elle. Tambourinant le portail, elle hurle qu'on lui vienne en aide. Désespérée et terrorisée, elle appelle Mumyong à son secours sans relâche. Mais alors qu'elle supplie qu'on la laisse rentrer, derrière elle, son bourreau l'avait rattrapée. Les hurlements de la jeune femme se stoppent un instant, et Song-Chik, couteau en main, ne lui dit qu'une chose. Il souhaite pour elle qu'elle renaisse au paradis. À ces mots, Gaon semble perdre tout espoir et ne peut retenir ses larmes. Le vieux fou se rue alors vers la jeune femme en hurlant son nom. Et dans l'espoir d'un miracle, cette dernière crie une ultime fois le nom de Mumyong. Mais derrière elle, Song-Chik n'a aucune intention de la laisser échapper à son jugement. Alors que lui hurle de folie, Gaon crie de terreur, les yeux fermés et inondés de ses pleurs. Une sandale vient alors embrasser le nez de l'assaillant. Le vieillard venait de se faire repousser in extremis par Mumyong, à la plus grande surprise de Gaon. Toujours submergé par l'émotion, son regard se porte vers son sauveur qui ne semble pas perturbé. Song-Chik lui retombe violemment à terre. Visiblement sorti de la douche, Mumyong demande ce qu'il se passe pour faire autant de bruit dès le matin. Toute tremblante, Gaon explique alors que ce vieux a tenté de la poignarder sans raison. Celle-ci dit ne pas comprendre. Elle le connaît et il n'agit pas comme ça d'habitude. Mais le regard de Mumyong est attiré par la blessure de Gaon. Sans prévenir, ce dernier lui attrape le bras. Pour la première fois, le jeune homme se montre bienveillant. Il couvre la plaie en annonçant que ça va laisser une cicatrice. Mais il entend une vieille voix parler derrière lui. Il avait oublié que ce parasite avait emménagé depuis peu. À nouveau debout et couteau en main, Song-Chik est content. S'ils les tuent tous les deux, ça réglera absolument tous leurs problèmes. Devant sa ténacité, Mumyong pousse un soupir d'exaspération. Le village est vraiment devenu bizarre avec le temps pour qu'un petit vieux torché agite un couteau devant chez lui dès le matin. Sans aucune pression, il ignore le vieux. Il demande à Gaon si elle doit aller à l'hôpital. Mais celle-ci répond que ça ira, la coupure n'a pas l'air très profonde. Les démons internes de Song-Chik ordonnent qu'il les poignarde maintenant. Ces gamins l'ignorent et se moquent de lui alors qu'il est armé. Comme s'il avait complètement sombré dans la folie. Le vieux villageois se tenait là, marmonnait des propos brumeux, tête baissée. Tout d'un coup, il se redresse et fixe avec insistance ses proies. Son regard devient alors livide, comme si toute raison avait disparu en lui. Il se rue à nouveau de rage, hurlant qu'il renaisse au paradis. Le Mumyong attrape la serviette posée sur la main de Gaon. Et devant le choc de ces dernières, le garçon effectue un vif mouvement de son bras. La serviette bien mouillée de Mumyong avait rencontré le visage de Song-Chik. Le vieux subit alors l'impact de plein fouet. Mais notre héros ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin et prépare la suite. Il décoche un puissant high kick dans la top de Song-Chik. Mumyong était le grand vainqueur de ce pseudo-affrontement. Son agresseur gisant KO au sol comme une serpillère. Le problème est réglé, il demande à Gaon ce qu'elle compte faire maintenant. Mais alors qu'il tourne le dos à Song-Chik, le pensant inconscient, et à juste titre vu ce qu'il a mangé, le vieillard se relève lentement dans le silence, malgré son visage en sang. Voyant la scène, Gaon le pointe du doigt, mais malheureusement ses mots sont bloqués par son effroi. Mumyong ne se doutait pas une seule seconde que le vieillard qu'il venait de mettre KO se tenait déjà debout. Sans aucun mot, Song-Chik se remet alors à fixer les jeunes individus. Devant la maison de Mumyong, la scène semblait alors irréel et tout droit sorti d'un Resident Evil. Le jeune homme était pourtant sûr qu'avec la force qu'il a mise, ça aurait dû le coucher pour un moment. Alors comment est-ce que ce vieux tout cabossé peut-il avoir la force d'être encore debout? Mumyong prend les devants, il y réfléchira plus tard. Glissant sur le sol pour prendre appui, il envoie une maximandale du futur dans la mâchoire de Song-Chik. Mumyong en est sûr, celle-là, il a dû la sentir passer. Cependant, pendant sa chute, le vieux essaie de viser les yeux du héros. Mais grâce à ses réflexes, ce dernier parvient à esquiver de justesse l'aveuglement. Il décoche ensuite une balayette laser à l'ancien pour accélérer sa chute. La tête de Song-Chik étant la première à réceptionner le sol. Pourtant, cela ne semble toujours pas suffire. Toujours conscient, le vieil homme encore sous l'emprise de la folie ne compte pas en rester là. Encore une fois, Song-Chik tente de se relever, mais au-dessus de lui, l'ombre de Mumyong le guette et bien décidé à en finir. Il se met alors à l'étrangler avec sa serviette dans l'espoir qu'il perde connaissance. D'une prise ferme, Mumyong serrait de toutes ses forces sans aucune pitié. Mais Song-Chik continue tout de même de se débattre pour atteindre son visage, parvenant même à entailler de son ongle le menton du jeune homme.
L'intensité du moment avait fait perdre sa raison à Mumion qui continuait encore et encore de serrer son emprise. Gaon lui hurle qu'il va le tuer s'il ne s'arrête pas. Mais notre héros était trop concentré pour entendre les cris. Le cœur de Song-Chik perdait ses forces et se laissait lentement tomber. Pour autant, Mumion ne relâchait pas sa prise et affiche un grand sourire de plaisir. Il serrait si fort que le cou du vieil homme commençait doucement à craquer. Gaon commence à paniquer et insiste pour qu'il arrête. Mumion relâchait enfin la pression et laisse Song-Chik s'écraser inconscient au sol. Notre héros essaie tant bien que mal de reprendre sa lucidité après tant d'action. Gaon, elle, accourt vers lui pour savoir si tout va bien. Témoin de la scène improbable, elle demande à Mumion s'il est blessé et si Song-Chik est encore vivant. Mais reprenant son souffle, le jeune homme, lui, veut savoir c'est quoi ce bordel. Gaon, tout aussi confuse, ne sait pas quoi lui répondre. Notre héros n'en revenait pas. Ce vieux a continué d'attaquer, même après avoir perdu connaissance. Et même avec le souffle coupé, il arrivait encore à viser ses yeux. Est-ce que c'est maintenant possible au moins? Gaon fait part de ses craintes. Elle lui dit qu'il était possédé par un fantôme. On lui répond d'arrêter avec ses conneries de surnaturel. Cependant, elle insiste. Après tout, il a bien vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il compte vraiment s'entêter à nier ce qu'il vient de vivre? Puisqu'elle lui dit que plein de fantômes se baladent ici. Entre les mots de Gaon, goutte de sang échappe de sa blessure. Cette même goutte s'écrase au sol, devant les horribles godasses de la villageoise. Le liquide rouge commence alors à émettre des particules d'un noir abyssal. Sans que personne ne le remarque, quelque chose d'étrange se produit avec la tache de sang. Et d'un coup, le cœur de Gun s'emballe alors qu'elle semble totalement déstabilisée. En l'espace d'un instant, cette dernière se fige et donne l'impression d'être totalement possédée par une force mystique. Se tenant là, à côté de Mumion qui ne remarque rien, semble alors appelée par une présence provenant de la maison. Reprenant sa conscience, elle se retourne instinctivement vers l'endroit. Sans attendre, elle se met alors à courir vers l'intérieur, laissant Mumion en plan sans réponse. Il a beau tenter de l'appeler pour savoir ce qu'elle fait, cette dernière a déjà franchi le portail. Dire qu'il était venu là pour se reposer, et au final, c'est lui qui va devenir fou. Poussant le portail, il demande très agacé à sa chère invitée de partir. Il ne se rappelle pas de l'avoir autorisé à rentrer. Gaon se tenait là, observant des particules sombres qu'elle seule semblait pouvoir voir. Elle se met alors à creuser la terre au même endroit. Témoin de ce manque de civisme, Mumion va finir par péter un câble. Pourquoi est-ce qu'elle creuse dans son jardin sans prévenir? Affichant une expression de terreur, Gaon explique qu'il y a quelque chose ici. Et creusant encore plus férocement dans le sol, elle finit en effet par apercevoir quelque chose dont elle est profondément. Terrifiée, elle annonce que ce n'était pas elle qui était la cible. Après avoir sorti l'objet mystérieux du sol, Mumion demande ironiquement si elle aussi est possédée par un de ces fameux fantômes. Mais Gaon reste tétanisée un instant. Dévoilant une urne scellée de talismans, elle annonce alors à Mumion que ce n'était pas sur elle, mais sur lui que l'on achetait une malédiction. Notre protagoniste observe avec méfiance ce qui lui est présenté. Mais il a beau regarder la poterie, il n'a aucune idée de ce que c'est ou à quoi ça sert. Gaon éclaire sa lanterne. Elle ne sait pas pourquoi c'est enterré ici, mais il s'agit d'une offrande pour jeter un mauvais sort. La jeune femme est presque sûre que des intentions meurtrières sont à l'intérieur, alors elle s'occupe de la faire brûler. Cependant, Mumion est intriguée. Des intentions meurtrières, dit-elle. Ce dernier frappe alors l'urne pour la faire tomber. Face au débris, le regard de Gun se glace de terreur. L'objet avait éclaté en 1000 morceaux, ce qui fait sortir la femme de ses gonds, qui demande pourquoi elle a fait ça. Cependant, cette dernière se stoppe d'inquiétude en voyant le contenu de l'urne. Là où Mumion, comme à son habitude, semble sérieux mais pas inquiet pour autant. Une tête de poulet décapitée et du riz imbibé de sang est à l'intérieur. Gaon repart en furie. Elle a dit vouloir la brûler, alors pourquoi est-ce qu'il l'a cassée? Ce à quoi le jeune homme répond qu'il était juste curieux. La jeune femme est exaspérée de son attitude. Qu'il fasse un effort et comprenne à quel point tout cela est grave. En totale insouciance, Mumion s'en va et répond ironiquement qu'il va faire de son mieux. Soudainement, Gaon se tétanise à la vue de quelque chose. Une étrange et mystérieuse ombre noire se dégageait du riz éparpillé. Soudainement, une entité en forme de griffe se précipite vers Mumion, que Gaon tente d'appeler. Notre héros se retourne sans avoir la moindre idée de ce qui est en train de se passer. La menace vole alors en éclats devant un Mumion totalement insouciant. N'ayant rien remarqué, il se contente de demander à la fille ce qu'il se passe encore. Cette dernière s'amuse de stupéfaction. Comment et pourquoi l'intention meurtrière a-t-elle éclaté en morceaux? De retour à l'entrée de la maison, les voilà bien embêtés, ne sachant quoi faire. Malgré son état, ce vieux fou de Song-Chik s'était volatilisé, ne laissant que la serviette. Gaon suggère de prévenir les gens du village, ce à quoi Mumion acquiesce, mais une fois qu'ils auront soigné sa main. Et à la surprise de celle-ci, il ajoute ensuite qu'elle est capable de voir des choses, non? Après tout, elle a directement su où était enterrée l'urne. Il y avait aussi l'histoire du talisman contre les esprits. Gaon s'étonne de cette remarque alors qu'il a pourtant bien dit de ne pas croire au surnaturel. Mais Mumion répond qu'il est juste intrigué. Et les écoutant cachés un peu plus loin dans un buisson, Song-Chik, enfin revenu à lui, n'en vient pas qu'il ait été possédé. Détalant à toute vitesse, il doit absolument quitter le village. Il doit fuir d'ici s'il veut survivre. De retour au village, à l'intérieur de la salle de réunion, Monsieur Sogda répète les faits.
Il se serait fait attaquer par Song-Chik, armé d'un couteau. Les jeunes faisaient face aux anciens du village, mais Myeong constate que ces derniers n'ont pas l'air de vouloir les croire. La femme de Song-Chik conteste en hurlant. Son mari est un homme bon, il n'aurait jamais fait ça. À cause d'elle, les deux invités ne savaient pas comment réagir pour convaincre tous ces vieux gâteux de leur bonne foi. Gaeun semblait perdu et déterminé à garder le silence. Mais Myeong, lui, l'observait avec son habituel regard calculateur. Tout d'un coup, il attrape le bras de la jeune femme. Ne voit-il pas le bondage ? Le vieux lui a entaillé la main au couteau et sans son intervention, elle aurait sûrement fini égorgée. Seokda veut bien leur donner le bénéfice du doute, mais où est-ce que Song-Chik est passé ? Myeong explique qu'il a soigné la main de Gaeun chez lui, et qu'à leur retour, il avait déjà disparu. Le chef ordonne donc à se charger de la sécurité de le retrouver. Alors que ces hommes de masse se mettent en route, Seokda affirme qu'ils vont le ramener ici. Il veut ensuite savoir ce que Gaeun souhaite faire concernant cet incident. Mais la femme de l'accusé défend toujours son mari, ces jeunes tentent juste de le diffamer et... Ne recevant pas d'autres directives du chef, Yeonseok et Seoko continuent de s'en aller. Mais Myeong affiche une expression peu satisfaite de comment les événements se déroulent. Et ça, Gaeun l'a bien remarqué, et elle semble étrangement déterminée à donner une réponse au chef sur ce qu'elle veut. Alors que le vaisseau Seokda assure que leur mère s'occupera de Song-Chik, Gaeun intervient pour dire qu'ils doivent appeler la police. Les deux hommes de main s'arrêtent net à ces mots, pendant que Myeong affiche pour la première fois une expression de choc. Elle insiste fermement que c'était une tentative de meurtre, donc la police doit être contactée. Mais toute son assurance se dissipe brutalement. La jeune femme était comme oppressée par des regards accusateurs, prêts à la dévorer pour ce qu'elle a osé suggérer. Monsieur Seokda tire un long coup sur sa cigarette. D'un ton pesant, il répond que si elle le souhaite vraiment, alors il le fera. Gaeun s'empresse alors de s'écarter de Myeong. Et terrorisée, elle change d'idée, confiant que c'est à leur mère de s'occuper des affaires du village. Malgré la présence rassurante de Myeong à ses côtés, Gaeun répète que c'est la meilleure chose à faire, mais que son corps, lui, dit qu'elle ne croit pas en ses mots. Quelques instants après, la réunion prenait fin. Tout le monde repartait, puisque Gaeun avait finalement pris sa décision. Mais Myeong, lui, était discrètement adossé au mur, à l'abri des regards, histoire de fumer un coup. Il entend alors quelqu'un appeler le chef Seokda. Ce dernier demande ce qu'il y a à la femme de Song-Chik, et celle-ci essaie une nouvelle fois de défendre son mari des accusations. Insistante, est-ce qu'il compte vraiment croire sur parole un voyou qui vient à peine d'arriver au village ? Seokda explique que le croire ou non ne changera rien. Leur mère a offert une seconde chance à son mari, mais il s'est laissé posséder quand même. Mais Myeong écoutait tranquillement leur conversation, avant que la dame insiste encore plus pour protéger son mari. Le chef rétorque qu'il a prié, et tout fait pour que Song-Chik s'en sorte, mais il a tout gâché de lui-même. Leur mère va très certainement le punir. Sortant de ses gonds, la vieille hurle que c'est n'importe quoi, et en plus, il a sûrement déjà quitté le village. Mais Seokda ne s'en fait pas pour ça. Leur mère ne va pas laisser partir quelqu'un qui a été possédé. La chance à cigarette à moitié finie, Myeong l'écrase d'un pas lourd. Notre héros s'attache les cheveux et s'en va déterminé à assumer le rôle de juge et d'exécuteur dans cette histoire. Une fois la nuit tombée au village, des bruits de pas résonnaient dans les environs. Il s'agissait là de Song-Chik en pleine cavale nocturne. Celui-ci courait complètement paniqué. Il ne sait pas pourquoi, mais il a beau s'éloigner, il n'arrive pas à quitter le village. Puis un caillou vient interrompre sa course. Et le vieillard s'écrase alors misérablement au sol. Complètement abattu et humilié par les événements, il serre le point de frustration. Il lâche ensuite toute sa rancœur alors qu'il tape le sol. L'on pouvait entendre dans la forêt des cris demandant pourquoi est-ce qu'on lui fait subir tout ça. Marmonnant de folie, il ne comprend pas pourquoi il se retrouve en pleine montagne en ayant suivi la grande route. Il a vécu toute sa vie ici, c'est impossible qu'il se soit perdu. Bordel, même un fils idiot reste un fils, non ? Est-ce que leur mère est vraiment du genre à les abandonner dès qu'ils sont un peu vieux, malades ou inutiles ? Toute sa vie, il a vécu pour elle, et c'est comme ça qu'elle le remercie ? Song-Chik lâche alors un mollard de dégoût. Perdant lentement sa sanité, il commence à ricaner tout seul au milieu des bois. À genoux et résilié, il dit que c'est bon, il a compris, alors que des pas s'approchent peu à peu de lui. Song-Chik se retourne calmement vers la provenance du bruit. Est-ce que c'est leur mère qui l'envoie ici ? Myeong s'avance alors vers Song-Chik, qui lui demande de le reconduire au village, il aurait quelque chose à faire. Malheureusement, notre héros lui répond que ça ne va pas être possible. Lui aussi a quelque chose de prévu. Song-Chik posait les yeux sur la hachette que tenait Myeong et commence à comprendre. Le vieux villageois en rigole. Ah, ça n'en finit pas. Il va devenir fou. D'un ton moqueur, mais Myeong dit au vieil homme qu'il ne mérite pas le paradis. Alors, qu'il lui garde une place en enfer quand il y enverra. Song-Chik demande un temps mort. Maintenant qu'il est de nouveau lucide, il a mal partout. Il continue et veut savoir pourquoi Myeong lui veut du mal. Qu'est-ce qu'il a contre lui, à moins qu'il ne vienne sur ordre du chef. Notre héros est un peu perplexe. Y a-t-il besoin de se justifier après les événements de ce matin ? Song-Chik lui dit d'arrêter avec ses conneries, il ramenait. C'est sûrement dans ce but que leur mère l'a conduit jusqu'ici. Mais Myeong commence à être agacé de tous ces gens qui parlent de cette foutue mère. Perdant patience, il lève sa hache, ce qui fait frissonner le vieil homme. Intimidé, il tente de le convaincre. La montagne est immense, alors comment explique qu'il a pu le retrouver sans savoir où il était ? Le jeune homme explose en fou rire devant cette bêtise. Est-ce qu'il ose insinuer que tout ça serait grâce à leur mère ? Myeong avance vers sa proie et demande comment il a fait ce matin. Mais ce dernier n'a aucune idée de quoi il parle. Myeong imagine que ce vieux a pris la confiance en voyant que lui n'était pas armé. Song-Chik
gosse le ton. Puisqu'il lui dit qu'il n'en sait rien, il a tout oublié. Notre héros s'avance lentement. En fait, après réflexion, ça importe peu, il s'en fout. Song-Chik, l'air abasourdi, se contente de le regarder venir à lui. Jusqu'à ce qu'un bruit de chair le fasse revenir à ses sens. Mumyong lui avait planté l'âge dans le bras, avant de dire que tout ça, ça l'amuse vraiment beaucoup. D'ailleurs, ça doit piquer, non? Pourquoi il ne réagit pas? La douleur parvient enfin à Song-Chik qui hurle de souffrance. Très amusé de tout ça, Mumyong lui demande ce qu'il attend pour s'enfuir. Un peu plus loin, d'autres personnes étaient à la recherche de Song-Chik, elles aussi. Seoko répète ce que le chef leur a dit. Il est sûrement coincé dans la montagne, mais Yeon-seop prend un coup, comme quoi l'endroit est immense. Le gros gaillard affirme que si le chef les a envoyés ici, c'est forcément qu'ils vont le retrouver, donc il reste attentif. L'instant d'après, le hurlement de Song-Chik résonne alors dans toute la montagne. Les deux hommes de main du village ne passent pas à côté d'un tel cri et comprennent à qui appartient la voix. Yeon-seop et Seoko s'envoient un hochement de tête, s'accordant sur le fait d'aller voir. Ils entament alors le chemin vers la provenance du son. Et justement là-bas, Song-Chik courait pour sa vie. À bout de souffle, il se rend compte qu'il ne pourrait échapper à son bourreau, pour lequel tout ça n'est qu'un jeu. Désespéré, Song-Chik veut trouver une solution. Est-ce qu'il fait ça parce que le chef le lui a ordonné? Ce à quoi Mumyong répond que non. Comme il lui a dit, il trouve ça très amusant et ça lui plaît. Le vieillard refuse de le croire, ça ne peut être qu'une demande du chef. Mais notre héros commence à s'agacer, puisqu'il lui dit que non. Fonçant vers Song-Chik, il répète une dernière fois qu'il fait ça par pur plaisir. Et d'une main, il bouscule le vieux pour le faire pivoter. La proie était maintenant dos au chasseur et elle ne pouvait plus voir ce qui s'apprêtait à arriver. Mais un bruit de boucherie fait se décomposer le visage de Song-Chik. Et pour cause, Mumyong venait de lui enfoncer sa hache entre les deux omoplates. Le sourire malsain de ce dernier prenant du plaisir contraste avec la terreur et la douleur que ressentait Song-Chik. Les larmes aux yeux, le vieux villageois laissait s'échapper de faibles expirations. Notre héros s'empresse alors de lui couvrir la bouche. Il va finir par avoir des ennuis s'il crie à nouveau, alors qu'il lui fasse le plaisir d'être discret. Mumyong va enlever la hache, mais il conseille à Song-Chik de se retenir de crier. Au moindre bruit, il le tue. S'il a compris, alors qu'il hoche la tête en silence. Chose que fait le vieillard apeuré. Comme prévu, seul le bruit de la hache quittant la chair se fait entendre. Et Song-Chik s'écrase au sol, sans émettre le moindre cri. Il essaye tant bien que mal, mais des grognements de douleur s'échappent. Mumyong n'en revient pas qu'il résiste à ce point. Il est tellement ému qu'il va lui donner une chance. Pointant un arbre de son doigt, il demande à sa victime s'il peut le voir. Il est d'humeur généreuse, alors s'il arrive à l'atteindre, il lui laissera la vie sauve. Allez, à son signal, 1, 2, 3, c'est parti. N'ayant pas d'autre choix, Song-Chik se relève. Il réussit à se redresser sous les applaudissements de son tortionnaire. C'est incroyable, il doit vraiment avoir la rage de vivre. Terrorisé et souffrant le martyr, Song-Chik s'excuse et implore la pitié de sa mère. Que dans sa grande clémence, elle le pardonne et punit cet individu qui se moque d'elle et de ses enfants. Le vieil homme entame alors sa marche vers la liberté. À moitié conscient et peinant à rester debout, il ne lui reste que quelques pas à faire. Mumyong constate qu'il se débrouille bien, par contre, il devrait faire attention à ne pas mourir avant d'être arrivé. Un bruit sanglant et macabre vient d'éteindre l'étincelle de vie de Song-Chik. De ses dernières forces, il appelle Mumyong d'un nom étrange, celui de la grande faucheuse, chose que ce dernier ne semble pas comprendre. Et ainsi, Song-Chik s'écrase au sol sans vie. Son meurtrier, lui, aurait bien voulu s'amuser plus longtemps, mais malheureusement il y a des troubles faits en chemin. À quelques pas d'ici, se trouvaient Yeon-seop et Seoko, qui tentaient de localiser la provenance exacte du cri. Agacé, Mumyong regarde le cadavre du vieil homme. Embêté, il était trop tard pour tenter de le dissimuler. Les hommes du chef continuent de fouiller les environs, et sûr de lui, Seoko dit que le bruit venait de là. Écartant un buisson, il pose les yeux sur une mauvaise nouvelle. Faisant face au cadavre encore chaud de Song-Chik, il informe Yeon-seop que celui qu'il cherche a rejoint le paradis. Le jeune voyou n'en revient pas, tout ce bordel pour crever pour ça en pleine montagne. Rigolant un coup, il savait que ça finirait comme ça, dès l'instant il faisait le fou avec son couteau. Mais l'expression de Seoko s'assombrit en entendant cela. Ce dernier dépose tranquillement sa batte au sol. Soudainement, il chope Yeon-seop en pleine face. Et de toutes ses forces, il envoie ce dernier valdinguer à travers la forêt, jusqu'à ce qu'il s'écrase au sol de plein fouet. Seoko lui fait la remarque d'avoir un peu de respect pour les morts et lui rappelle que leur mère les surveille constamment. Yeon-seop s'empresse de s'excuser, il a compris, il est désolé. Le colosse lui ordonne alors de se relever. Il va en réciter une prière avant de repartir et prévenir le chef. Caché derrière un arbre, Mumyong assistait discrètement à la scène. Seoko se met en position et annonce qu'ils vont prier pour l'âme de Song-Chik. Mais Yeon-seop était occupé à retenir le sang qui coulait de là où avait frappé son collègue, et ce dernier se retourne en le fixant.
Il vient de dire qu'il devait prier. Intimidé, le jeune voyou s'exécute immédiatement, dans la crainte de reprendre une mandale. Les deux hommes récitaient alors une prière, devant le cadavre encore chaud de Song-Chi qui est allé au sol. Notre héros en retrait était bien embêté. Ils ont vu qu'il était tué par une arme, et s'il décide de prévenir la police, ça serait gênant. Peut-être devrait-il les tuer ici et maintenant, mais le gros gorille et ses 200 kilos risquent de poser problème. Et merde, c'est de sa faute, tout ça parce qu'il s'est trop amusé. Seoko appelle le chef du village et le prévient qu'ils ont trouvé Song-Chi. Cependant, il était déjà mort quand ils l'ont trouvé, et tout indique qu'il a été assassiné. L'homme se contente ensuite d'acquiescer à ce qu'on lui dit à travers le téléphone. Une fois l'appel fini, Yeon-seop demande ce que le chef veut qu'il fasse maintenant. Son collègue lui explique qu'ils doivent brûler le corps afin d'apaiser son âme. Il comprend ce que cela veut dire, non? Officiellement, ils n'ont pas retrouvé Song-Chi et son sort est inconnu, c'est à quoi Yeon-seop acquiesce. Myung énumère les faits. Falsification de preuves et destruction de corps. D'un grand sourire, il constate que ce sont là de vilains crimes qui méritent une sévère punition. Une fois de retour aux abords du village de Gwichon, notre héros marchait l'air de rien, sous la lumière de la lune, en route pour sa maison. Enfin, si ce n'est qu'il affichait une expression débordant de satisfaction. Sur sa route se trouvait Gaeun, qui semblait attendre patiemment son retour. Et bien sûr, cela n'échappe pas au regard perçant de Myung. La jeune femme se retourne une fois interpellée. D'un ton taquin, elle demande où était parti notre héros. C'est à quoi elle répond être allée en ville. Est-ce qu'à tout hasard, c'est lui qu'elle attendait ici sans rien faire? Rougissant de gêne, Gaeun affirme que c'est un hasard. Elle est juste sortie faire un tour. Changeant le sujet, elle devine que notre héros a pris une bonne nouvelle. Mais ce dernier lui demande d'où elle tire cette conclusion. Ce à quoi elle répond qu'il a l'air heureux, et puis elle l'avait sourire. Devant trouver une excuse, le jeune homme pointe son interlocutrice du doigt. Il suppose qu'il commence sûrement à apprécier sa présence et s'est mis à sourire sans s'en rendre compte. Tout embarrassé, ce n'est pas sympa de se moquer d'elle. Mais du coup, Myung demande à nouveau la vraie raison de sa présence ici. Hésitant un peu, Gaeun finit par avouer qu'elle est sûrement passée pour une folle à ses yeux quand elle a dit ne pas vouloir prévenir la police. S'approchant de notre héros, elle voulait juste reparler de cela pour clarifier le malentendu et... Soudainement, l'expression de Gaeun se fiche d'effroi. Laissant un blanc dans la conversation, la voilà qui détourne les yeux sans raison, l'air apeuré. Chose que le jeune homme a bien remarqué, même s'il ne le comprend pas. Et bien sur ce, Gaeun annonce qu'il se fait tard, elle va le laisser tranquille et rentrer. Mais Myung l'interpelle alors pour la rassurer. Il n'a pas pensé une seule seconde qu'elle était folle. Chacun a ses raisons d'agir comme il le fait, que ça soit elle ou bien lui-même. Ne lâchant qu'un merci en guise de réponse, la voilà qui s'empresse de s'éloigner du prince charmant. Complètement affolée, elle s'imagine avoir dû rêver. Song-Chi qui est censé avoir disparu du village alors. Fondant en larmes, comment se fait-il qu'elle l'aperçoive en ce moment derrière Myung? Plus loin dans la forêt, de la fumée pouvait être aperçue. Et pour cause, des énormes bûches faisaient tourner un four à plein régime. Seoko était en appel avec le chef du village. Ils sont en train de préparer la crémation de Song-Chi, mais il aurait une question. Pense-t-il que son assassinat, c'est une volonté de leur mère? Très bien, il a compris. Ils s'occuperont de ça avant de rentrer au village. L'appel raccroché, Yeon-seop souhaite savoir ce qu'ils doivent faire maintenant. Seoko répond qu'ils doivent récupérer les cendres de Song-Chi une fois incinérées, puis les disperseront au sommet de la montagne en direction du village. Chose qui ennuie déjà son collègue, ça va leur prendre la nuit. Le voyou demande ensuite à Seoko qui aurait tué Song-Chi d'après lui. S'il devait parier, il miserait tout sur ce connard de petit nouveau, il en est sûr. Répondant par le silence de son regard, le colosse finit par le briser d'un soupir exaspéré et interpelle son ami. Un peu confus, Yeon-seop demande ce qu'il se passe. Et posant son énorme man grizzly sur l'épaule de ce dernier, Seoko pense que dans leur intérêt à tous les deux, il serait préférable de ne pas imaginer des choses. Désamorçant alors la situation, Yeon-seop change de sujet et propose qu'ils aillent boire un coup une fois le travail fini. Du côté du vieux Sogda, une fois l'appel terminé, il se tenait devant l'autel sacré, à repenser aux événements qu'on lui a rapportés. Il était intrigué de qui pouvait bien avoir fait une telle chose, mais aussi, comment ça se fait-il qu'il ne voit rien? Allumant un bâton d'encens, il en appelle à sa mère, qu'elle lui montre le pêcheur qui se balade au sein du village. Il l'implore pour qu'elle lui montre le visage de celui qui s'en est pris avec cruauté à son enfant. Et soudainement, son esprit se remplit de visions concernant le défunt villageois. Il revoyait Song-Chi couteau en main avant sa visite imprévue chez Yeon-seop. Il le revoyait, couvert de sang, observer le poulet décapité au sol. Avant d'afficher un sourire synonyme de folie, il avait récupéré la tête fraîchement coupée de l'animal pour la jeter avec du riz dans une urne rituelle. Et après avoir préparé cet étrange cadeau, le vieux Song-Chi s'était entaillé
nettoyer la mat au sourire, dans le but d'imbiber le contenu de l'urne de son sang pour l'y mélanger. Une chose est sûre, il prenait beaucoup de plaisir en réalisant son plan. Le chef du village revient enfin à lui après avoir tout vu. Essayant de se calmer, il en conclut que c'est pour cela qu'il ne voyait rien. Cet idiot de Song Chik a jeté une malédiction, mais sur qui et dans quel but? Seokda se met alors à envisager une possibilité qui semble le terrifier au plus haut point. Se pourrait-il que leur mère se soit débarrassée de Song Chik après l'avoir manipulé à ses fins? De retour sur la route du village, l'on interpelle Gaeun. Derrière elle, Daeo propose de la raccompagner. Il se fait tard. Mais celle-ci décline. Ça ira, elle connaît tout le monde ici, donc elle ne risque rien. Lui attrapant l'épaule, le jeune insiste que c'est dangereux de se promener seul la nuit, qu'elle le laisse l'accompagner. Immédiatement lire le bras du forceur, chose qui ne semble pas lui plaire. Sans perdre sa confiance, ce dernier demande pourquoi elle réagit comme ça. Est-ce qu'il aurait fait quelque chose de mal? Daeo se plaint même que si quelqu'un la voit réagir comme ça, ils vont croire qu'il lui a fait quelque chose. Et donc la jeune fille s'excuse pour ne pas le vexer. Reprenant sa route, elle annonce devoir partir, mais l'homme lui dit être contrarié par son comportement. Ah, ici non. Est-ce que Gaeun a réfléchi à la proposition dont il lui a parlé? Cette dernière part alors en fou rire et se contente de dire au revoir. Mais cette réponse n'a pas l'air de plaire à Daeo. Attrapant son bras, il empêche Gaeun de partir. Devenant des plus insistants, il affirme être vraiment sérieux. Il peut subvenir à ses besoins et ceux de son père. Peu rassurée, la jeune femme lui demande d'arrêter. Elle commence à être mal à l'aise. Mettant fin au pressing, on lui hurle de dégager. Le père de Gaeun arrive en trompe balai en main pour qu'on laisse sa fille tranquille. C'est peut-être parce qu'il n'a plus toute sa tête, mais il semblait bien remonter. Là où la jeune fille ne pensait pas le voir dehors, Daeo lui était embêté, elle est devant en rester là pour ce soir. Il prend donc la tangente pour éviter de manger le balai. Le vieux fou hurle au fuyard de ne pas revenir embêter sa fille, sinon, c'est un homme mort. Une fois les ennuis évités, la jeune femme rassure son père qu'il peut baisser son balai. Mais aussi, comment savait-il qu'elle était là? Le vieil homme explique qu'il voulait manger des cookies, mais comme il doit attendre son autorisation, il l'a cherché partout. Attrapant la joue de son père, Gaeun imagine qu'il doit vraiment aimer ses biscuits alors. L'homme acquiesce et lui demande s'il peut en avoir, chose qu'accepte sa fille, mais juste un seul par contre. Du côté de notre héros, une fois rentré à sa maison, le voilà dans son jardin à observer le trou creusé par Gaeun, se demandant qui a bien pu enterrer cette urne ici. Mais surtout, le plus étrange, c'est comment cette femme a su que c'était enterré ici. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un est entré ici et a fait ça sans qu'il ne le sache. Chose qui l'irrite un peu, mais bon. Repartant à l'intérieur de la maison, il trouve cela un peu amusant. Il ne risque pas de s'ennuyer en tout cas. Et voilà que malgré l'heure, quelqu'un tambourine à son portail. Myung imagine que c'est sûrement Gaeun. Tournant les talons, il a la flemme d'interagir et part se doucher. Mais sous le portail, la Shilbok peut le voir. La voilà qui se met à hurler, et elle sait qu'il est là. Frappant encore plus fort au portail, elle lui ordonne d'ouvrir sur le champ. Notre héros n'avait plus le choix, et depuis l'autre côté, il lui demande c'est pourquoi. La vieille hystérique veut savoir où est passé son mari Song Chik. Lui ouvrant enfin la porte, notre héros se montre enfin, et rétorque qu'il n'en sait rien. D'ailleurs, pourquoi devrait-il le savoir? L'expression de Chilbok se crispe en voyant Myung. Pourquoi est-ce qu'il a l'air aussi heureux? Eh bien, ce dernier se justifie que c'est le comportement de la vieille qui le fait rigoler. Il rajoute que son mari a blessé quelqu'un au couteau, pourtant elle le défend. Pire encore, alors qu'il est une victime aussi, le voilà qu'elle interroge comme s'il était suspect. Une telle attitude est des plus risibles, ne trouve-t-elle pas? Soudainement, la voilà qui attrape notre héros. Au son ton, elle le trouve insolent. Depuis quand est-il une victime lui aussi? Il a l'air en parfaite santé, non? Alors qu'il ne se fasse pas passer pour une victime. Ah, mais on comprend enfin qu'elle est venue ici, parce qu'elle ne pourrait plus se voiler la face en voyant Gaeun blessé. Attrapant à son tour la main de la vieille, il la repousse dégoûté de ces vieux qui se croient tout permis sous prétexte qu'ils sont plus âgés. Il va être clair, son mari les attaquait Gaeun et lui au couteau, avec la ferme intention de tuer. Si notre héros avait fait une erreur d'inattention, alors il ne serait même plus en vie pour parler avec elle alors qu'il est. Continuant son intimidation, il trouve qu'elle n'a aucun droit de venir lui crier dessus. D'ailleurs, elle devrait même supplier pour leur pardon. Mais Myung souhaite savoir si elle a compris, et la vieille Shilbok finit enfin par s'excuser. Fondant en larmes et à peine lucide, elle ajoute n'être qu'une idiote qui agit de façon insensée. Mais par pitié, qu'il lui dise où est son mari s'il le sait. Notre héros a déjà expliqué la situation à la réunion. Le vieux était déjà parti avant qu'il ne ressorte de la maison. À ces mots, voilà que la veuve explose en sanglots comme une enfant réclamant son mari. Mais notre héros, lui, se retenait de toutes ses forces d'exploser de rire tant il était amusé des événements. Salut tout le monde, enfin la première grosse vidéo de la chaîne qui marque le début des formats 1 heure. Enfin, quelques minutes près, mais on va pas chipoter.
La vidéo d'aujourd'hui, j'étais assez hype parce que c'est dedans qu'il y a la transition des réglages audio et peut-être aussi un gain en volume et en émotion dans la narration. Enfin, du moins, c'est mon ressenti, il y a un début. Je trouve qu'elle se démarque déjà un peu des 2 premières vidéos au niveau de la narration, même s'il y a encore pas mal de trucs à améliorer. Je l'ai remarqué et je vais taffer dessus. Mais en tout cas, ça commence déjà à ressembler un petit peu à des bons récaps. Sinon, le manoir d'aujourd'hui, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas si longtemps et j'ai directement accroché, donc c'est parti en production de vidéo, genre direct après la lecture. C'est assez différent des récaps habituels parce que c'est un thriller, donc il y a moins d'action et plus d'histoire avec un côté enquête, mais c'est une catégorie de webtoon que j'aimerais bien développer sur la chaîne, donc je vais essayer de voir si je peux pas en trouver plus dans ce genre-là pour les récaps. D'ailleurs, le mano est pas fini, donc je sais pas combien de chapitres il aura au final, mais c'est pas impossible que lui, j'essaye de faire la suite parce que je l'apprécie beaucoup, donc dès que j'ai un petit créneau, peut-être début 2026, on verra pour faire un épisode 2. Et sinon, pour les prochaines vidéos, là ça fait plus d'un mois que j'ai aucun moment pour doubler la narration, donc j'espère que ça ralentira pas les sorties suivantes. Même si pour le moment j'ai encore un peu d'avance sur les projets, donc ça devrait pas impacter la chaîne, du moins je pense. Ce qui fait que d'ici fin novembre, nouvelle vidéo de plus d'1 heure, on va repartir sur le classique Mano Chaser pendant quelques vidéos, et avec ça je pense que j'ai tout dit, donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine, allez à plus.